Bonjour à tous, je suis Stéphanie Triquet, contrôleur de sécurité au laboratoire interrégional de chimie de l'Est de la CARSAT Nord-Est. Bienvenue dans ce webinaire, la prévention jusqu'au bout des ongles. Ce webinaire, c'est le fruit d'un travail qui a été mené conjointement par l'ALSMT, la DRETS Grand Est et la CARSAT Nord-Est. Nous avons réalisé des études de poste dans différents instituts de beauté qui pratiquaient une activité de prothésie ongulaire. Le but étant d'identifier les risques présents dans cette activité et de proposer des solutions de prévention afin de préserver votre santé et celle de vos salariés. Alors, je vais laisser mes collègues se présenter. Aline Perny, bonjour à tous, ergonome à la LSMT. Bonjour, Ludivine Delallée, ingénieure de prévention à la DRETS Grand Est. Alors tout d'abord, on fera une petite introduction en repositionnant le métier de prothésiste ongulaire dans son contexte. Ensuite, on évoquera ensemble les risques et les contraintes identifiées dans votre métier. Et enfin, on vous proposera les mesures de prévention que nous avons identifiées. Alors tout d'abord, il faut savoir que le métier de prothésiste ongulaire, c'est un métier qui a connu un essor relativement récent. Il est apparu dans les années 1950 aux États-Unis, puisqu'initialement, on rallongeait les ongles des stars hollywoodiennes avec de la résine dentaire. Dans les années 80, les premiers instituts se sont implantés en Europe, en Angleterre, en Allemagne, et c'est seulement dans les années 2000 que le métier est réellement apparu sur le marché français. C'est un métier qui est essentiellement féminin et majoritairement, on va retrouver des personnes qui sont situées entre 18 et 35 ans. Il n'y a pas de formation diplômante qui est obligatoire pour exercer ce métier. Et statistiquement, on se rend compte qu'il y a une augmentation des maladies professionnelles de 11% entre 2017 et 2018 et de 8% des accidents de travail toujours sur cette période. Concernant les maladies professionnelles, la majeure, ce sont les affections périarticulaires qui représentent les 3/4 des maladies professionnelles. Et en second plan, l'eczéma allergique qui représente tout de même 20% des cas de maladies professionnelles. Plusieurs risques et contraintes ont été identifiés dans le métier de prothésiste ongulaire. Tout d'abord, les postures contraignantes qui sont principalement liées à l'activité minutieuse et à la posture assise. Ensuite, il y a la partie répétitivité. Pourquoi? Parce qu'au cours d'un soin, un même geste va être réalisé plusieurs fois. On a un ongle au bout de chaque doigt, et à ce titre-là, tous les actes menés au cours d'un soin répétés plusieurs fois le sont encore plus au cours de la journée de travail quand plusieurs soins sont réalisés, évidemment. Nous avons aussi affaire à différents produits chimiques qui sont utilisés par les prothésistes ongulaires, et à ce titre, ça peut poser problème pour la santé. Nous avons aussi rencontré un risque inhalatoire lié notamment à l'inhalation de poussières qui sont principalement dues à la dépose d'ongles, que ce soit par le ponçage ou par le limage. Et enfin, le risque biologique qui, lui, est principalement dû à l'état naturel initial de l'ongle du client que vous allez recevoir. Je vais donc commencer par les risques liés aux poussières. Donc ces poussières, c'est des poussières d'ongles, mais également des poussières de gel, de vernis, que l'on obtient lors des opérations de limage et de ponçage. Donc ces poussières-là peuvent rentrer dans nos voies respiratoires et s'accumuler, ce qui peut par la suite créer des irritations. Concernant les produits utilisés, donc quand on parle de produits, c'est les dissolvants, tout ce qui est vernis, les gels, les soins qu'on met sur les ongles. Donc ces produits-là, ils peuvent pénétrer dans notre organisme de 3 manières. Soit de la manière respiratoire, donc comme les poussières, si on est exposé à un air contaminé par des émanations de solvants. Par la voie digestive, en cas d'ingestion volontaire, donc c'est lorsque le prothésiste va faire son activité, potentiellement il peut y avoir des résidus de produits qui restent sur sa main ou derrière ses ongles s'il ne porte pas de gants. Et en cas de contact main-bouche involontaire ou tout simplement lors d'une pause repas ou lors d'une pause cigarette, il se peut qu'une infime quantité de produits soit ingérée.
Et la dernière voie, c'est la voie cutanée avec le passage à travers la peau de certaines substances. Donc les produits cosmétiques, ils sont encadrés par une réglementation particulière, donc c'est ce qu'on appelle le règlement cosmétique. Celui-ci tolère certaines substances dangereuses pour la santé. Donc il y a des règles, mais on peut quand même retrouver des nanomatériaux, des cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, des sensibilisants et des perturbateurs endocriniens. Donc je vais maintenant développer un peu plus en détail ces différents ingrédients. Donc les nanomatériaux, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose d'infiniment petit. C'est plus petit que le diamètre d'un de nos cheveux, c'est plus petit que les globules rouges que l'on retrouve dans notre sang. Donc c'est vraiment cette caractéristique-là qu'il faut retenir. Et de ce fait, ils peuvent pénétrer facilement dans notre organisme et persister à l'intérieur. Donc les études sont en cours sur les nanomatériaux. Il y a quand même beaucoup d'inconnus à l'heure actuelle. On sait que certains sont dangereux, mais il faut encore faire des recherches sur plein d'autres nanomatériaux. La réglementation cosmétique impose d'intégrer les nanomatériaux entre crochets dans la liste des ingrédients. Donc ça permet vraiment de les identifier. Nous, à travers nos études de poste, on a fait un listing de tous les ingrédients des produits utilisés et on a relevé qu'il y avait différents nanomatériaux, dont le dioxyde de titane, qu'on a relevé dans un vernis, des colorants, dont notamment le colorant jaune. Les perturbateurs endocriniens. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des substances qui sont capables de modifier le fonctionnement du système endocrinien, qu'on appelle également le système hormonal. Donc, en fait, les hormones, c'est des molécules qui vont réguler de nombreux paramètres dans notre organisme. Ça va réguler la croissance, la glycémie, la température corporelle. On connaît également les hormones sexuelles. Et donc, ces perturbateurs-là, ils vont soit agir à la place des hormones, soit bloquer complètement le mécanisme hormonal. Et donc ça peut provoquer des effets nocifs chez les individus qui sont exposés, mais également sur leur descendance. Donc attention, c'est pas parce qu'on est exposé à un perturbateur endocrinien une fois qu'on va tout de suite avoir des phénomènes qui se passent dans notre organisme. C'est vraiment l'accumulation d'exposition à ces substances-là qui peuvent être dangereuses pour notre santé. Là encore, on a beaucoup d'études qui sont en cours sur ces substances-là. On sait qu'il y a des études qui montrent qu'on a un abaissement de l'âge de la puberté, une augmentation du diabète, mais les études sont toujours en cours. Au niveau des études de poste, nous avons identifié des perturbateurs endocriniens dans certains produits cosmétiques. On les a identifiés dans cette diapositive. Les sensibilisants, donc simplement, ce sont ceux qui peuvent provoquer des allergies, soit des allergies respiratoires. Donc là, le prothésiste va respirer une substance qui est allergène et pourra développer une hypersensibilité. Soit une sensibilisation cutanée. Donc là, le prothésiste est en contact avec un allergène et ce contact-là peut provoquer une réaction sur la peau. Donc c'est assez inégal. Certaines personnes pourront développer facilement des allergies et d'autres non. Attention, puisqu'une sensibilisation, ça peut entraîner une incapacité permanente. On a eu le cas où un membre de notre groupe de travail a dû intervenir dans un institut pour essayer de trouver un reclassement suite à une sensibilisation cutanée. Et aucun reclassement n'a pu être trouvé. Donc il faut vraiment être vigilant sur ce point-là. Nous avons identifié essentiellement des sensibilisants cutanés dans les produits cosmétiques que l'on a étudiés. Malgré tout, on sait qu'il y a des sensibilisants respiratoires dans le métier de la prothésie ongulaire. Donc nous, on a identifié la famille des métacrylates. Donc dès que vous voyez des acrylates, des métacrylates, sachez que c'est allergène. L'hydroquinone également, etc. Et enfin, les cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Donc ceux-ci sont classés en 3 catégories, soit les effets avérés, soit présumés, soit suspectés. Donc les cancérogènes, comme leur nom l'indique, ils peuvent provoquer des cancers ou en augmenter la fréquence. Les mutagènes, ils sont susceptibles d'engendrer des mutations génétiques. Donc ça ne veut pas dire que vous allez vous transformer en super-héros, cependant,
ces mutagènes-là peuvent modifier les gènes de nos cellules. Certaines modifications sont complètement anodines et d'autres non. Et enfin, on a les reprotoxiques qui ont des effets sur la reproduction, soit au niveau de la fertilité, soit au niveau du développement de l'enfant à naître, soit au niveau de l'allaitement. Donc, il faut faire attention lorsqu'on a une personne qui rentre de congé maternité, elle peut exposer son nourrisson via le lait maternel si elle-même est exposée à des reprotoxiques. Donc, il faut vraiment faire attention à ce point-là. Comme pour les perturbateurs endocriniens, ça ne veut pas dire que si on est exposé une fois à un CMR dans un vernis, on sera malade. C'est vraiment l'exposition, l'accumulation d'exposition qui peut être dangereuse. Cependant, si on peut éviter d'avoir ces substances-là à l'intérieur de nos produits, c'est quand même mieux. Donc nous, on a identifié l'hydroquinone, qui est cancérogène et mutagène suspecté. Donc, comme vous pouvez le voir, l'hydroquinone, on l'a également vu précédemment parce qu'il est sensibilisant. Donc, des substances, on peut les retrouver et sensibilisantes, et CMR, et irritantes, etc. On a également l'uréthane, qui est cancérogène présumé. Et là, c'est une substance qui est interdite au titre de la réglementation cosmétique. Donc, vraiment, on n'aurait pas dû retrouver cette substance-là dans ce gel de finition. Après le point sur le risque chimique, je vais faire un focus assez rapide sur le risque biologique. Donc, on a le risque d'exposition au sang. Donc, c'est vraiment quelque chose de plutôt rare, puisqu'il faut une exposition prolongée ou qu'une piqûre infectée pénètre dans la peau. Donc, c'est plutôt rare sur le métier de prothésiste ongulaire. Par contre, on a l'inhalation de spores de champignons contenus dans la poussière d'ongles. Donc ça, c'est simplement un client qui arrive avec une mycose sur les ongles. Si le prothésiste décide de tout de même faire la manucure ou la pédicure, lors des activités de limage et de ponçage, il se peut qu'il y ait une libération des spores de champignons. Et le fait de l'inhaler, ça peut provoquer par la suite des allergies pour le prothésiste. Également, il y a un risque de contact avec des outils contaminés par le client précédent. Même cas, un client qui arrive avec une mycose, le fait d'utiliser une lime à ongles, si elle n'est pas décontaminée, elle pourra contaminer soit le client suivant, soit le prothésiste. Nous allons développer toute la partie sur les troubles musculo-squelettiques, donc autrement aussi appelé plus communément ce qu'on entend par TMS. Donc c'est toutes les affections qui vont toucher le pourtour de l'articulation, les tissus mous, donc les tendons, tout ce qui est sur le contour de l'articulation. Donc ça peut toucher donc, les membres supérieurs, épaules, coudes, poignets, et également, on parle aussi de douleurs au niveau du dos. Comment arrivent ces troubles musculo-squelettiques? Donc souvent, c'est par des symptômes et on parle d'effets sur la santé par rapport à des douleurs, une gêne au niveau des mouvements. Et c'est comme ça que les salariés commencent à avoir des effets qui sont palpables. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'éviter justement d'aller sur ces effets, sur ces douleurs en tant que préventeur. Et on va s'attacher à comprendre comment les TMS peuvent apparaître au sein d'une entreprise et au sein d'un métier. Donc, pour le métier de prothésie ongulaire, la dynamique d'apparition, ça va être un ensemble de facteurs qui vont être corrélés les uns entre les autres et qui vont participer à l'apparition de contraintes. Le premier facteur est lié au métier, à l'activité même de prothésie ongulaire. Donc, ce sont des facteurs inhérents vraiment à l'activité. Ensuite, on a 4 facteurs qui vont être déterminants. Les premiers sont biomécaniques, comme les postures à risque, donc les articulations. Donc, nous sommes amenés à effectuer des gestes tout au long de la journée. Et en fonction de l'angulation du geste, on va être amené à effectuer soit des postures de confort, soit des postures à risque, qui vont à terme, si ces postures sont répétées, donc c'est là où on va parler du deuxième facteur qui est la répétitivité, si c'est des gestes qui vont être répétés dans le temps, vont participer donc à fragiliser cette articulation. La répétitivité, on va en parler, ça va être par rapport au nombre de fois où est répété un geste, un mouvement.
Ensuite, les facteurs organisationnels seront le temps d'exposition journalier, entre faire des gestes qui vont être contraignants sur 1 heure ou le faire tout au long de la journée. On voit que le corps ne va pas être mobilisé de la même façon, ne va pas être exposé aux mêmes contraintes. Ensuite, autre facteur organisationnel, les périodes intenses de l'année. On a compris au décours des observations et des entretiens menés avec la profession qu'il y avait des charges importantes de travail sur 2 périodes vraiment clés. Et ça nous semble important de le détailler pour ensuite proposer des pistes d'amélioration. Autre facteur qui va compter dans l'apparition de troubles musculo-squelettiques chez les professionnels, ça va être la composante individuelle. Donc, en tant que préventeur, on n'est pas amené à étudier cette partie-là, mais c'est important quand même de vous sensibiliser à savoir que si vous commencez à avoir des gènes ou que vous commencez à avoir des petits symptômes, ne pas hésiter donc à aller voir le médecin, votre médecin, pour parler de la problématique médicale, puisque tous les salariés peuvent être exposés à ces contraintes, à ces facteurs de risque. Néanmoins, tout le monde ne va pas développer, fort heureusement, des pathologies. Il y a d'autres composantes qui vont rentrer en ligne de compte. L'âge, le sexe, la génétique compte également. Et ensuite, le point important par rapport au vécu du travail, c'est aussi quelque chose qui va rentrer en compte dans la dynamique d'apparition des TMS, puisqu'on sait, les études ont montré que la façon dont le salarié va vivre son travail, s'il va venir avec entrain ou plutôt à reculons au travail, ça va aussi participer à la dégradation de son état de santé. C'est de la même façon, est-ce qu'on peut compter sur ses collègues? Est-ce qu'on peut parler à son supérieur de ses difficultés? Tout ça, ça va rentrer en ligne de compte dans le vécu du travail. Ce point n'a pas fait partie de l'objet de l'étude sur laquelle on s'est concentré, à savoir vraiment la problématique posturale et la problématique chimie. Néanmoins, c'est important aussi de sensibiliser sur ces thématiques-là. Alors, les facteurs inhérents au métier. Il y a 2 composantes principales. Le premier élément de compréhension, c'est que la prothésie ongulaire se fait sur des toutes petites surfaces, à savoir des ongles, et quelquefois, ça peut être des dessins. Ça peut être des dessins sur des ongles très, très petits. Donc, on parle de travail minutieux ou de travail de précision. Ce travail de précision, il va impliquer donc, des postures vraiment contraignantes, à savoir de pouvoir se rapprocher au plus près de la partie à travailler, comme on voit sur la photo, pour pouvoir avoir une distance entre l'œil et l'ongle la plus faible possible pour avoir des capacités visuelles, puisqu'on va avoir besoin vraiment de voir précisément l'objet sur lequel on travaille. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est lié au métier, et malheureusement, en tant que préventeur ou en tant que chef d'entreprise, on n'a pas de moyens d'action sur ce thème-là. Le deuxième point, ça va être la posture qui va être maintenue dans le temps. On continue sur 1h30, voire 2 heures par rapport à la pause. Et quand il y a une pause de prothèse ongulaire, on sait qu'il y a une dépose qui se fait avant. Donc, en général, on a pu voir que ça pouvait durer 2 heures. Donc, ce travail en continu, cette précision, elle va être vraiment concentrée sur ce temps-là. Donc, il n'y aura pas de période de récupération, ce qu'on appelle période de récupération au niveau des articulations, qui va permettre de détendre les tendons, les muscles et de permettre la récupération au niveau musculaire. Donc ça, c'est un point important puisque ça nous permet déjà d'entrer dans la matière vraiment de la dynamique d'apparition. Donc le premier gros facteur détecté, c'est les postures à risque. Donc ce qu'on a pu voir, comme on vous l'a développé par rapport à la minutie, c'est que la zone cervicale va être vers l'avant, donc on va avoir la tête penchée vers l'avant, et également le dos va être en flexion pour pouvoir se rapprocher au plus près de l'ongle et donc de la main de la cliente. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que la main de la cliente, elle est souvent posée sur la table, sur une table qui n'est pas réglable en hauteur ou sur un support pour les avant-bras de la cliente. Ça, c'est pas réglable en hauteur, ce qui fait qu'on ne peut pas rapprocher la main de la cliente. Donc, c'est bien à la prothésiste d'effectuer le mouvement pour se rapprocher le plus près. Lié vraiment aussi à l'activité d'ongles de prothésie ongulaire,
il y a un impact clair sur la zone dorsale, la zone cervicale. Ça va être des mouvements en fait de flexion latérale et ça va impacter aussi les membres supérieurs, donc épaules, coudes et poignets, pour pouvoir suivre là, non pas par rapport à la hauteur comme on vous l'a expliqué précédemment, mais par rapport à la forme des ongles qui sont courbés et à la forme de la main, pour pouvoir balayer à la fois le petit doigt et le pouce, que ça soit sur la main droite ou sur la main gauche, étant donné que la main de la cliente est fixe et peu mobile, puisque l'appui en général est fait sur le poignet. Ce qui se passe, c'est que c'est vraiment la prothésiste qui va naviguer de droite à gauche, de se pencher sur le côté, avec un siège qui est fixe la plupart du temps, qui ne favorise pas non plus la mobilité. Donc, c'est vraiment les articulations qui vont être impactées par l'ensemble de ces mouvements. Ensuite, on a pu voir des mouvements de rotation du dos et des mouvements d'élévation des bras qui vont avoir un impact sur les épaules pour aller chercher tous les outils qui vont être nécessaires à la réalisation de l'acte de prothésie. Donc, tous les outils, ça peut être la lime, ça peut être le polissoir, ça peut être le vernis qu'on va aller chercher. Et en fonction des caractéristiques de la table, des rangements, du caisson et de l'encombrement, la distance peut être élevée. Et toujours avec un siège qui ne favorise pas la mobilité, ça va être le corps qui va être en mouvement pour aller chercher ces différents éléments. L'autre point important par rapport à la rotation du dos, c'est qu'en général, la table ne permet pas à la fois d'avoir les jambes de la praticienne et les jambes de la cliente dans le même axe, puisque la largeur de la table, on a pu voir, est entre 50 et 60 cm, donc ça ne permet pas de pouvoir avoir la place pour les quatre jambes. Donc, ce qui fait qu'en général, la praticienne, elle va pivoter ses jambes, donc elle va faire un mouvement de rotation ensuite pour être dans l'axe de la cliente. Donc là aussi, pour nous, c'est un point important dans l'analyse et ce qui va nous permettre après de proposer des pistes d'amélioration. Ensuite, tout ce qui est épaules-coudes vont être impactés et ça va provoquer des mouvements d'élévation si on a pu remarquer dans les instituts de beauté quand la hauteur d'assise était trop basse et qu'elle n'est pas réglable et que le plan de travail est trop haut. On voit qu'il y a une différence de positionnement, ce qui fait que ça va être les membres supérieurs qui vont compenser cette différence de hauteur. Inversement, si la hauteur d'assise est trop haute, donc pas réglable non plus, et le plan de travail trop bas, on va avoir un impact sur la zone cervicale et dorsale pour pouvoir rattraper cette différence de hauteur. Donc ça, c'est vraiment lié à du matériel qui n'est pas réglable, qui n'est pas adaptable par rapport à l'activité. Alors ensuite, le deuxième point, c'était la répétitivité des gestes. Donc l'ensemble des gestes fins, précis, sont réalisés par donc, le membre supérieur, droit ou gauche en l'occurrence, en fonction de la latéralité de la praticienne. Donc là, on va mobiliser l'épaule, le coude et le poignet avec des mouvements répétitifs, notamment lors du limage manuel et la pose de vernis. Donc, comme on l'a exposé tout à l'heure, le temps d'exposition journalier est un point important. Et de notre compréhension de l'activité dans les instituts de beauté, ce qu'on a pu voir, c'est que même si l'institut de beauté réalise plusieurs prestations, à savoir des soins du corps, des massages, des soins génériques au niveau de la personne, on s'est rendu compte que les esthéticiennes étaient spécialisées dans l'onglerie, que toutes les esthéticiennes d'un institut ne le font pas. Ça peut être dédié à 1, 2, voire 3 personnes qui vont être vraiment dédiées à ce type d'activité. Pourquoi ? Parce que comme c'est du travail minutieux, du travail très technique, ça va nécessiter une expertise importante et donc une expérience aussi élevée. Ensuite, ce qu'on a pu voir, c'est que la clientèle, elle va être vraiment friande de cette expertise et de cette technicité. Donc, elle va vouloir revenir souvent vers les mêmes esthéticiennes qui leur ont donné satisfaction. Donc là, on parle de fidélité vraiment de la clientèle, ce qui fait que le temps de travail dédié à l'onglerie va être maximisé par rapport à cette dynamique vraiment liée à l'activité et au manque de polyvalence qui peut s'exercer dans les instituts de beauté. Par rapport aux périodes intenses de l'année. Donc, 2 périodes cruciales, la période estivale et les fêtes de fin d'année. Ce qui fait qu'en général, les clientes, elles souhaitent avoir des rendez-vous
vraiment dans une période courte pour être belle l'été ou être belle pendant les fêtes de fin d'année. Ce qui fait qu'il y a très peu de marge de manœuvre auprès des instituts pour pouvoir vraiment pondérer la charge de travail. Et ce qui fait qu'en général, les journées vont être vraiment étalées. Donc, elle parle de rush sur ces 2 périodes-là, les prothésistes ongulaires, où vraiment les journées peuvent vraiment être très, très longues. Et puis, le reste de l'année, voilà, ça va être quelque chose de plus lisse, où les rendez-vous vont venir vraiment de façon plus régulière. Et le 3e point, c'est que les instituts étant des petites entreprises, on a pu aussi remarquer la difficulté à trouver des remplacements qui sont donc expertes dans le métier et qui vont donner de la satisfaction aux clients et à l'équipe en place. Lors des absences, ça va être compliqué de trouver ces remplaçantes. Donc, ce qui fait que la charge de travail, s'il y a des arrêts maladie de longue durée, elle va être lissée sur l'ensemble des personnes qui vont rester dans l'institut. Donc, d'où aussi une augmentation de la charge de travail, qui va être un facteur aggravant pour toutes les postures contraignantes et la répétitivité qu'on a déjà développée. Alors ensuite, l'état des lieux est fait sur les contraintes, les facteurs de risque. Donc tout ça, ça nous a permis de mettre en avant des pistes de prévention et de vous proposer des actions d'amélioration vraiment adaptées à votre métier de prothésie ongulaire. En introduction, un préventeur va s'enrichir, se nourrir du Code du travail et des 9 principes de prévention qui sont, entre guillemets, la Bible du préventeur, mais aussi qui peuvent aider le chef d'entreprise et les chargés de prévention ou tout salarié qui souhaiterait se pencher sur des notions de prévention et d'amélioration des conditions de travail. Comme on peut le voir, il y a 9 principes et ces principes vont s'étaler de la prévention primaire. Donc, on parle d'éviter les risques, ce qui est le plus efficace. Ça va être d'éviter en fait les risques vraiment dans la mise en place des actions de prévention. Comme on a pu le voir au travers des différents risques qui ont été développés, les produits sont nécessaires pour les ongles. L'activité de minutie et le temps de 2 heures, ça, pour le coup, on ne va pas pouvoir travailler sur ces risques-là. Donc ensuite, on va descendre et on va évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. Donc l'évaluation va nous permettre de dire si, comme on vous l'a présenté, si les produits sont toxiques, sont CMR, ou si les postures à risque sont vraiment délétères. Et ensuite, on peut vous conseiller d'aller voir sur l'INRS les outils AIRA qui ont été développés sur votre métier. Ça va nous permettre de combattre les risques à la source, donc par exemple de mettre en place des aspirations ou de mettre en place des capotages pour éviter la propagation des substances dangereuses. L'autre point, ça va être d'adapter le travail à l'homme, donc on va le voir par la suite. Ça va être de concevoir un système, une organisation ou un poste de travail qui soit vraiment adapté à la personne qui va travailler. Ensuite, ça va être de remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins, donc on le développera aussi par la suite, planifier la prévention, la protection collective, et puis donner les instructions appropriées aux travailleurs pour qu'eux-mêmes puissent s'emparer des actions de prévention qui auraient été mises en place par vous, chef d'entreprise. Donc les pistes de prévention, elles vont être dédiées au poste de travail, aux produits, à l'environnement de travail, au matériel, à l'organisation et à la technique. Donc on passera également par la formation, sensibilisation et la mise en place d'équipements de protection individuelle. Au niveau du poste de travail, donc là on va être vraiment sur adapter le travail à l'homme. Ce qui nous a paru le plus important, ça va être de travailler sur la position de la cliente. Comme on a pu le voir, la praticienne va subir, entre guillemets, la position fixe de la cliente avec la main posée sur la table ou sur un support, sans pouvoir élever la main de la cliente pour la ramener vers elle de façon à ce que la praticienne reste droite. Donc l'idée majeure, ça va être de surélever avec un siège disposant d'un vérin haut et puis de mettre en place un repose-pied surélevé, plus un siège enveloppant pour assurer son confort. Le deuxième point important, pour éviter que la praticienne ne soit obligée de naviguer de gauche à droite comme on vous l'a présenté, ça va être de favoriser la mobilité des avant-bras de la cliente
en posant son avant-bras au niveau du coude sur un support pour pouvoir faciliter le déplacement de la main de gauche à droite en fonction des tâches à réaliser. Et ensuite, ça sera donc la position de la praticienne à adapter en mettant en place un siège réglable en hauteur avec une assise inclinable vers l'avant. Donc pourquoi vers l'avant? Pour pouvoir favoriser en tout cas la mobilité de l'ensemble du corps et éviter la flexion du dos et la flexion des cervicales. Comme ça, on projette un tout petit peu la praticienne de façon légère, bien sûr, pour éviter tout mouvement trop important vers l'avant. Et également latéralement, toujours poursuivre ces mouvements et le fait que la main soit incurvée. Et un soutien lombaire pour participer à l'appui de la zone dorsale également pour relâcher les muscles du dos. Ensuite, pour soulager la partie haute du dos, cervicale et puis les épaules, on va mettre en place des accoudoirs. Donc, un accoudoir fixe et un accoudoir mobile pour le bras dominant, donc soit droitier, soit gaucher, pour accompagner les mouvements et pour permettre l'appui lors de l'ensemble des tâches qui sont répétitives qu'on a pu développer et éviter que la salariée porte ses bras lors de toutes ces activités, puisque le métier est déjà complexe comme on l'a vu, et en plus elle porte ses bras puisqu'elle n'a pas forcément de support adapté. Donc là, en permettant un appui vraiment lors de l'ensemble des tâches, ça va permettre de soulager la zone musculaire du haut du dos. Et puis, bien sûr, une table réglable en hauteur pour procéder aux ajustements nécessaires en fonction de la taille de la salariée et bien sûr de la cliente. Concernant le poste de travail, mais cette fois sur la partie poussière et solvant, donc nous, avec le groupe de travail, on a identifié certaines pistes de réflexion afin de limiter justement ces inhalations de poussière et solvant. Donc la première piste, c'est un poste de travail enveloppant, donc avec une aspiration qui sera intégrée dans une table de travail, un captage enveloppant, comme ça limite toute sortie, toute dispersion de poussière et de solvant dans l'institut. Ce dispositif d'aspiration, il faudrait qu'il soit avec un rejet à l'extérieur de l'institut. Si ce n'est pas possible, rejet à l'intérieur. Et dans tous les cas, qu'il soit équipé d'un filtre qui retient les poussières et un filtre qui retient les solvants, avec en complément une ventilation générale des locaux. Malheureusement, ce dispositif-là, il est indisponible sur le marché spécifique à la prothésie ongulaire actuellement. Donc nous, on est des préventeurs. Donc notre objectif, c'est vraiment on était obligé de vous présenter ce poste idéal pour vous expliquer comment il faudrait faire pour ne plus du tout être exposé à ces poussières et à ces solvants. Avec le matériel existant, le mieux, c'est d'avoir une tablette aspirante, une ponceuse aspirante entretenue. Donc j'insiste sur le côté entretenu, puisqu'une ponceuse aspirante qui a un filtre complètement encrassé, ça ne sert à rien puisque les poussières ne sont plus du tout retenues. Le port d'un masque FFP2, donc les masques FFP2, c'est des masques qui protègent contre les poussières. Dans les instituts que l'on a rencontrés, la majorité mettait à disposition des masques chirurgicaux. Donc c'est très bien, ils mettent à disposition des masques. Cependant, on a vu qu'avec la crise actuelle, que les masques chirurgicaux protègent les personnes alentours des gouttelettes qui pourraient être émises par la personne qui porte le masque. Et ces masques-là ne protègent pas du tout le porteur des poussières ou des aérosols environnants. Donc pour ça, c'est facile à retenir. Pour protéger des poussières, c'est un masque poussière. Donc c'est dommage d'avoir la contrainte de porter un masque, mais que ça ne soit pas le bon. À travers toutes les discussions qu'on a pu avoir dans les instituts, c'est quelque chose qui n'est pas connu. C'est vraiment pas une mauvaise volonté, c'est qu'on ne sait pas vraiment que les masques chirurgicaux ne protègent pas contre les poussières. Et en complément, une ventilation générale des locaux. Donc pourquoi? Puisque au fur et à mesure de la journée, les poussières vont être émises, des solvants issus des différents produits utilisés vont être également émis, et ça va générer une pollution à l'intérieur de l'institut. Le fait de ventiler, ça va créer une dilution et limiter ainsi la pollution. Et le minimum de prévention, donc si vous ne pouvez pas mettre en place les dispositifs précédents, ce qu'on vous conseille, c'est de mettre en place une serviette humide sur le poste de travail.
Ça permettra de récupérer des poussières d'ongles, de changer entre chaque client, de porter également un masque poussière et toujours une ventilation générale des locaux. Si la ventilation n'est pas possible pour diverses raisons, au moins aérer régulièrement l'institut. Donc, concernant les produits, comme on a vu, le mieux c'est de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins. Donc là, c'est lorsque vous allez avoir affaire à un fournisseur, il faudrait lui demander des produits qui sont exempts de CMR et de perturbateurs endocriniens. Donc nous, à travers les études de poste, on a réalisé une liste des CMR que l'on a rencontrés et des perturbateurs endocriniens. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive parce qu'on a vu très peu de produits au final, mais ça permet déjà d'avoir un point de départ et de dire au fournisseur, écoutez, moi j'aimerais bien avoir des produits qui ne contiennent pas ces substances-là. Donc cette liste, nous, on va la mettre à disposition sur les sites internet de nos différents organismes. Et le but, c'est également d'avoir un nombre limité d'allergisants. Donc là, le marché étant ce qu'il est, il y a tellement de produits qui sont sensibilisants, il est impossible d'avoir une gamme complète sans aucun sensibilisant. Malgré tout, le but, c'est de limiter leur nombre et ensuite de mettre en place les mesures de prévention qui sont adaptées. Et enfin, concernant le matériel, donc le but, c'est aussi de s'équiper de flacons distributeurs à clapet et de poubelles bien fermées pour éviter toujours les émanations de solvants qui pourraient diffuser dans l'institut. Privilégier également l'utilisation de la ponceuse aspirante à la place des limes et des blocs polissoirs. Donc pour deux raisons. La première, c'est qu'on va aspirer toutes les poussières. Et la deuxième, c'est qu'on va limiter les gestes répétitifs qui sont associés aux limes et aux blocs polissoirs. Et dernier point, c'est installer le matériel au plus près de soi, adapté à la latéralité du prothésiste. Là, si on a un prothésiste qui est gaucher, il faut installer le matériel à sa gauche afin de limiter toutes les torsions qui seraient inutiles et qui peuvent être délétères sur sa santé sur le long terme. Alors, pour poursuivre sur la prévention des risques professionnels dans votre activité, on ne peut pas oublier l'aspect organisationnel et technique. Donc par là, on va idéalement rechercher la polyvalence dans l'équipe. Et ça passera notamment par le fait de favoriser la diversité des soins sur la journée de travail. Il est vrai que dans les instituts, on s'est vite rendu compte qu'au-delà des tâches de prothésiste ongulaire, il y avait d'autres soins qui étaient proposés, des massages, différents soins de manucure, des épilations, etc. Donc idéalement, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir former toute l'équipe de l'Institut à ces différents soins, de façon à favoriser une rotation sur les postes, et ainsi, ça va permettre de limiter les postures contraignantes, la répétitivité des gestes et de manière générale, la fatigue. La prévention des risques sur l'aspect organisationnel, ça passe aussi par l'identification de pics d'activité. On l'a dit tout à l'heure, il y a des moments dans l'année où l'activité est plus forte, notamment sur la période estivale et au moment des fêtes de Noël. Pendant ces périodes, il serait intéressant de pouvoir recruter une personne pour absorber la charge de travail. La mise en place d'un système de gestion de consommables et d'entretien du matériel est aussi importante. Ce qu'on entend par là, c'est simplement avoir à disposition des filtres, des sacs récupérateurs qui seront compatibles avec vos outils, que ce soit la ponceuse, que ce soit les tablettes aspirantes, de façon à ce que d'une part, sur le plan technique, ça fonctionne correctement, et sur le plan prévention, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que, comme le disait Ludivine tout à l'heure, une ponceuse aspirante avec un filtre saturé ne sert strictement plus à rien. Au-delà de la partie entretien du matériel, c'est aussi avoir à disposition des EPI, notamment des masques et des gants. On y reviendra par la suite. La prévention, ça passe aussi par la technique. Et en l'occurrence, on s'est rendu compte que la technique résine était beaucoup plus émissive que la technique gel. Donc, à ce titre, il est préférable de privilégier le gel que la résine parce qu'effectivement, elle va émettre beaucoup plus de métacrylates qui sont des allergisants majeurs dans la profession.
Et enfin, pensez à vérifier au moins annuellement l'efficacité de la ventilation de vos locaux. Là, on est plus sur de l'aspect réglementaire. Concernant l'environnement de travail, il y a 2 points majeurs qui vont entrer en compte, c'est l'aspect ventilation et l'aspect éclairage. Pour la partie ventilation, alors on parle évidemment de ventilation générale du local, hein, elle peut être soit mécanique, donc on entend par là la VMC, ou soit naturelle, à savoir tout simplement ouvrir la porte, ouvrir les fenêtres pour pouvoir aérer les locaux. Alors, il est important de relever que l'aération du local de travail par une ventilation mécanique ou naturelle, peu importe, va permettre de réduire l'exposition des salariés à la pollution résiduelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pollution résiduelle? C'est tout simplement l'accumulation dans l'air et dans mon local de toutes les poussières générées pendant mon activité, mais aussi tout ce qui est vapeur, émanation de produits qui peuvent être utilisés pendant les soins et qui peuvent même parfois être laissés ouverts sur les plans de travail. Concernant l'éclairage, on estime que, compte tenu de la minutie du travail, de la précision des tâches, il faudrait idéalement un éclairage qui se situe à 750 lux, plus ou moins 50 lux, pour qu'il soit suffisant et qu'on ait un éclairage homogène. Concernant l'aspect formation et sensibilisation, c'est un point majeur dans la prévention des risques professionnels. Il est important de donner des instructions appropriées aux salariés, alors que ce soit des CDI, des CDD, des stagiaires, des intérimaires, peu importe. Il faut donner les informations nécessaires pour l'exercice du poste. Ça passera par l'utilisation du matériel. Comment est-ce que je vais régler mon siège pour être confortablement assise et ne pas me créer des tensions? Comment est-ce que je dois me positionner? Comment est-ce que je vais utiliser le matériel qui est mis à ma disposition, par exemple la ponceuse? Ça passera aussi par la transmission d'informations liées à l'aspect santé, donc quels sont les effets possibles de mon activité sur la santé, mais aussi sur la grossesse. Alors sur ce point spécifique, vous trouverez une plaquette sur le site internet de l'ALSMT qui vous donnera des éléments complémentaires. À noter que le fait de déclarer sa grossesse est un point essentiel pour la prévention des risques liés à l'état de grossesse. Et enfin, pour finir, il faut idéalement sensibiliser vos salariés sur l'intérêt de porter des EPI et surtout les bonnes pratiques qui leur sont associées. C'est-à-dire pourquoi, comme on disait tout à l'heure, pourquoi est-ce que je vais porter un masque poussière et pas un masque chirurgical? Pourquoi est-ce que je dois mettre des gants et pourquoi ce type de gants et pas un autre? Pour rebondir sur la partie EPI, il y a 2 risques majeurs qui sont à considérer, à savoir le risque cutané et le risque inhalatoire. Il est vrai que le risque cutané, il est présent de par le possible contact entre la peau et les différents produits chimiques qui sont utilisés. Et pour ça, nous préconisons le port de gants nitriles, alors qu'ils soient adaptés bien évidemment à la taille de la main. Il ne s'agit pas qu'ils soient trop grands ou trop petits et que bien sûr, ils soient adaptés à la précision de la tâche. Alors, pourquoi des gants nitriles? Il est vrai que le butyl aurait été plus adapté d'un point de vue résistance chimique, mais ce sont généralement des gants très épais et pour le coup qui ne vont pas forcément correspondre à la dextérité, enfin du moins à votre demande de dextérité dans vos tâches. Donc le nitrile est un bon compromis. Simplement, il faut penser à les changer régulièrement après chaque cliente ou après un contact accidentel avec un produit chimique. Parce qu'en fait, ils ont ils ont une résistance limitée dans le temps, notamment vis-à-vis des métacrylates, qui sont des énergisants majeurs. On en a déjà parlé tout à l'heure. Sur le plan inhalatoire, il y a un risque d'inhalation de poussière, on en a aussi parlé. Alors, en admettant qu'il n'y a pas de dispositif de captage localisé sur votre poste de travail, mais qu'il y ait bel et bien une ventilation générale de votre local, nous préconisons le port d'une protection respiratoire FFP2. Pour terminer, sur le risque biologique, sachez que la première chose à faire, c'est, dans la mesure du possible, de refuser un client qui présenterait une mycose sur les ongles.
si vraiment c'est quelque chose qui est dérangeant pour vous, que vous ne pensez pas pouvoir faire, il y a malgré tout des précautions qui sont à prendre, à savoir l'utilisation de matériel à usage unique autant que possible, surtout s'il s'agit d'outils en bois. Pensez bien à changer d'outils entre les différents clients. Ensuite, de nouveau, on va retrouver le port de gants pour se protéger du risque biologique là aussi. Et enfin, la désinfection du matériel qui est de mise. Si vous utilisez notamment des matériaux métalliques, pensez à utiliser des produits bactéricides, virucides, fongicides et tuberculocides pour pouvoir désinfecter votre matériel. Pour terminer, sachez qu'actuellement, nous travaillons sur un poste de travail global qui nous permettrait d'intégrer la prévention des risques liés aux postures de travail, mais aussi des risques chimiques. Donc, on entend par là tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, mais aussi inhalation de poussière et de vapeur. Tout ce travail, toute cette action de prévention des risques professionnels a été menée conjointement par l'ALSMT, la CARSAT et la DRETS Grand Est. Et si vous souhaitez aller plus loin, sachez que sur les sites internet de ces 3 organismes est aussi disponible une plaquette qui s'appelle Prévention jusqu'au bout des ongles que vous pouvez télécharger et qui vous permettra d'aller plus loin dans votre démarche de prévention des risques liés à votre activité. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons une bonne journée.